donc la deuxième partie, là j'aurai moins de chiffres qu'avant sur la question de l'habitat des personnes âgées. Ici quelques exemples de coupures presse sur les chiffres qui ont fait un peu parler d'eux dans les médias quand on a sorti le thermomètre l'année dernière. Et donc un chiffre quand même important mais qui a déjà été évoqué plusieurs fois, au final seulement 20%, donc si on fait l'état des lieux actuel de cette population, seulement 20% vivent en institution, les 3/4 vivent chez eux, plus ou moins dans ces 3/4, moitié-moitié, avec et sans aide extérieure. Et la première aide extérieure qui arrive au domicile d'une personne âgée, on a beaucoup parlé de la notion de médicalisation, et en fait, ce n'est pas un soin qui arrive en premier chez les gens quand ils vieillissent. C'est la femme de ménage qui va largement arriver en numéro 1. Mais la question, c'est plutôt la projection quand on vieillit, est-ce qu'on envisage, alors désolé, on a parlé du poids des mots, là évidemment, j'ai utilisé les mots qui sont un peu négatifs, mais une des questions était, est-ce que si un jour vous devenez dépendant, donc que vous ne pouvez plus faire certaines tâches seul, comme se faire à manger, voire se laver, qu'est-ce que vous pensez des solutions suivantes? On a listé une série de solutions. On avait 3 possibilités de réponse, c'est souhaitable et réaliste, c'est pas souhaitable mais réaliste, ou inenvisageable pour moi. Vous voyez qu'en premier lieu, ce que les gens vont demander, c'est rester chez eux. Rester chez eux en se faisant aider principalement par des personnes extérieures. Donc là, on parle évidemment de tout ce qui est service à domicile. Ou rester chez soi, à son domicile, en l'aménageant pour finalement s'adapter à une situation de dépendance. Ce qu'ils ne veulent pas, aller vivre dans une maison de repos, en fait, c'est presque 8 sur 10. C'est 40% qui disent que c'est carrément inenvisageable pour eux. Mais c'est aussi 43% qui disent j'en ai pas envie, mais je sais bien que j'aurai pas le choix. Puisqu'au final, à la question aller vivre chez un proche, vous voyez que majoritairement les 2/3 vont dire non, c'est pas possible. Pas possible pour diverses raisons. C'est une enquête quantitative, comme Sylvie l'a souligné, c'est pas du qualitatif, donc je ne peux pas vous dire pour quelles raisons c'est pas possible, mais on peut imaginer les causes. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Les habitats sont pas toujours adaptés pour héberger une personne âgée chez soi. On n'a pas forcément le temps, etc. Donc majoritairement, ils veulent rester à domicile. Ils disent qu'ils envisageraient éventuellement des aménagements, mais à la question est-ce que là, aujourd'hui, au moment où on fait l'enquête, vous avez déjà anticipé ces aménagements? On est sur des gens qui ont 80 et plus. Les 3/4 vont nous répondre non, ils ne l'ont pas encore envisagé, et seulement 15% ont procédé effectivement à des aménagements physiques de leur domicile. La question de la perte d'autonomie, on leur demandait aussi est-ce que c'est un sujet qu'ils abordent avec leur entourage, puisque pour tous les gens qui sont ici, qui travaillent dans tout ce qui est soins à domicile, on sait que l'entourage joue un rôle quand même important quand une personne âgée est en perte d'autonomie. Vous voyez que majoritairement, en tout cas 53%, n'abordent pas le sujet. Et dans ceux qui n'ont pas abordé le sujet, la plupart, c'est surtout qu'ils refusent eux-mêmes d'aborder cette thématique avec leur entourage. Donc ça reste un sujet quand même relativement tabou. Et dernier petit point, qui est un peu redondant avec ce que j'ai déjà présenté, mais le fait de penser que son entourage proche pourrait nous aider vraiment, donc accueillir la personne âgée chez elle ou venir s'occuper d'elle à son domicile. Vous voyez que majoritairement, les personnes âgées vont se positionner dans la négative. Et souvent, elles le disent, ils n'ont pas envie de devenir, désolée pour le mot utilisé, une charge pour leur entourage. Voilà, j'ai fini. Deuxième partie donc, de cet après-midi de rencontres et de réflexion, la question du logement chez les seniors. Valérie Delincé et Robert Grabchan, sous vos applaudissements s'il vous plaît, pour venir nous entretenir de cette problématique. On va peut-être un peu quitter le côté méta des choses et être plus dans le concret, quoique je peux vous dire qu'avec ces deux-là, pour en connaître bien une et avoir discuté au téléphone avec l'autre, ils sont effectivement passionnés par leur métier respectif et ont beaucoup de choses à dire. Valérie, tu m'as dit, on va commencer par toi en Eurodame, tu m'as dit non, ça c'est pas une bonne question. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire parce qu'on me dit ne fais pas ça, je le fais. Parce que ça me semble nécessaire de faire un court résumé. On est dans le cadre, c'est le thermomètre Solidaris, on est ici au centre de formation et quelque part de sorte de formation de réflexion des mutualités Solidaris. Autonomis, la structure au sein de laquelle tu travailles a été créée récemment et est centrée justement sur la personne âgée. Alors,
quelles sont, parce qu'elles sont nombreuses, les raisons de la création de cette structure autonomiste que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez connaître? Je vous remercie pour la question, Monsieur Fassotte. Mais voilà, autonomiste, déjà, je pense que le titre veut tout dire par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure en termes de sémantique. On n'est pas dans les soins, on n'est pas dans l'assistance, et on est dans l'autonomie, nous. Et donc, on veut décliner l'ensemble de l'action de la mutualité et de son réseau dans une logique d'autonomie et de maintien ou de conservation de l'autonomie des personnes, en fait, de l'ensemble de nos adhérents et au-delà. Donc ça veut dire qu'on va essayer de décloisonner les réflexions. On n'est pas ou handicapé, ou vieux, ou maintenu à domicile. On est tout à la fois, ou à un moment donné, pour un moment plus long ou plus court, en fonction de sa situation. On peut tous, à un moment donné, être en rupture d'autonomie. En tout cas, autonomie, non, parce que j'ai toujours le droit de décider. Par contre, je vais avoir de la dépendance. Donc, qu'est-ce que le réseau et qu'est-ce que Solidaris peut apporter en logique de dépendance pour que, justement, les gens gardent leur respect, qu'on reste respectueux d'eux et qu'on leur conserve l'entièreté de leur autonomie dans leur réflexion. Donc, au niveau d'autonomie, on est dans une réflexion transversale, wallonne, j'ai envie de dire. Et je suis fière de dire wallonne, puisque c'est l'ensemble des mutualités Solidaris de Wallonie qui se sont réunies à l'instigation de la direction nationale de l'Union francophone des mutualités socialistes pour créer Autonomis il y a 2 ans maintenant. Plantage de décor. Robert Grabchan, vous êtes ingénieur civil, architecte. Beaucoup insisté là-dessus lors de notre discussion. De préparation. J'ai envie de vous poser la première question aussi pour poser d'un point de vue large, et puis on essaiera d'aller de plus en plus, un peu la méthode de l'entonnoir, sur votre parce qu'on va en parler là maintenant, sur votre vision de l'architecture, parce qu'on parle de comment développer un habitat. Donc selon vous, quelle est la vision de l'architecture? Parce que vous avez une vision quand même un petit peu différente, avec beaucoup de termes que j'aime beaucoup. Je pense que, sans aucune prétention, je pense que tout le monde a l'expérience de l'habitat. Donc, quelque part, tout le monde pratique l'architecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot? Peut-être qu'on en a conscience ou pas conscience. À un moment donné, on souhaite en faire des thèses de doctorat. On peut penser les choses de manière méta, comme vous dites. Et puis, on peut pratiquer sur le terrain pour des choses extrêmement concrètes. Donc, je pense qu'il y a le terme, effectivement, architecture. Il y a la formation pour exercer. Et donc, comme vous le savez peut-être, depuis peu, les facultés d'architecture intègrent l'université, ce qui est une excellente chose. Mais donc, il y a des formations, effectivement, différentes. Et donc, il y a la formation d'architecte et, peut-être moins connue, la formation d'ingénieur civil architecte. Et donc, c'est effectivement 2 parcours différents qui peuvent, en fait, si on le désire ou pas, être auteurs de projets d'architecture, ou dans un cas, faire plus de la scénographie, ou dans l'autre cas, faire plus de la stabilité ou de l'ingénierie. Après, j'ai l'impression d'expliquer au Salon du CIEP la différence entre les deux. Mais... Pas dans votre secteur, d'après ce que j'ai pu voir. Mais par contre, je pense qu'au-delà des points de départ qui sont ce qu'ils sont, je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur la fonction d'architecture. Donc je pense que c'est plutôt une discipline qui va être au service et pas l'architecture fonctionnelle. Donc c'est pas simplement un jeu de mots, mais je pense qu'elle doit être simplement en capacité, et notamment au regard du vieillissement. Donc on peut parler aussi de choses un peu méta, mais vous allez voir que c'est très concret, qu'il y a l'architecture. Je pense qu'elle conditionne, mais elle ne fait pas tout, forcément, puisque ce sont les humains, donc les gens qui décident des choses, ce qui se passe. C'est ça qui fait peut-être la différence entre un habitat et une maison. Donc, dans un habitat, c'est un dispositif matériel, donc ce sont des conditions. Donc, est-ce que ce sont des conditions salubres ou insalubres? Est-ce que les plafonds sont hauts, sont bas, etc. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Par contre, est-ce qu'on y sera heureux ou pas, ou triste? Ça, c'est la maison, donc la maisonnée qui insuffle. Et donc, la réflexion et l'engagement que l'on prend au niveau de l'Université catholique de Louvain dans la faculté d'architecture, c'est d'associer architecture et sociologie,
puisque nous pensons que à la fois les dispositifs construits conditionnent, mais ne font pas tout le projet, puisqu'il doit y avoir un relais forcément de cadres humains qui le favorisent, et avec de nombreux exemples qu'on a pu voir à l'étranger et aussi en Belgique, très innovants entre la maison individuelle, en tout cas le logement particulier, jusqu'à l'institution de la maison de repos. En fait, il y a toute une gamme que l'on ne connaît pas ou peu, qui sont à développer, à comprendre ou même à inventer. Donc c'est très stimulant. Est-ce que, quand vous avez pris connaissance du thermomètre, est-ce que concrètement, justement, il y a des choses qui ont changé dans votre réflexion par rapport à la fois votre réflexion intellectuelle, mais également sur les aspects concrets de votre métier? Moi, j'ai la chance à la fois de faire... En général, quand on associe une maison avec une personne âgée, on pense au Stana qui monte tout seul, vous voyez. Donc voilà, est-ce que... Moi, j'ai la chance de faire à la fois de la pratique et de la recherche. C'est une vraie volonté qui est un peu écartelante, mais qui est très riche, puisqu'elle permet à la fois de se poser des questions en amont et à la fois de ne pas perdre pied dans le terrain. Et je dis cela parce que cela permet de prendre en charge des questionnements et des réalités ici, et puis de regarder notamment à l'étranger. Alors il y a peut-être le contexte suisse, il est ce qu'il est, mais il y a des réalités qu'ils arrivent à mettre en place, et au Danemark, etc., avec des logements groupés qui ont 30 ans par exemple, où c'est vraiment, enfin, on sent le bonheur quelque part dans l'air, quoi. Visiblement, en Suisse, il n'y a pas que des montres et du chocolat, il y a aussi des habitats senior-friendly. Vous en discutiez tous les deux. Vous avez visité un habitat de ce type-là pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le concret. En quoi est-ce qu'il est différent? Bon, qui dit Suisse dit argent, forcément. Donc, une riche héritière décède. Par contre, il y a quelque chose d'assez fantastique dans son histoire. C'est que dans son testament, elle lègue sa fortune à la ville de Lausanne, en tout cas aux autorités, mais elle a un seul souhait, c'est comment favoriser quelque part le lien social. Donc, incroyable. Uniquement ça comme voilà, donc c'est une visée. Ouais, ok. Après, comme je dis toujours, les bonnes intentions ne font pas les bons projets. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Et donc, voilà, il y a aussi une culture de développement suisse, voilà, comme ils disent, entre les pierres et les personnes, ils arrivent à la fois favoriser toutes les entraves et les barrières architecturales, et à la fois aussi comment soutenir par les projets communautaires ce qu'on appelle l'élan vital. Parce que je pense qu'il y a une notion, qu'est-ce qui donne l'élan vital à chacune des personnes âgées? L'envie, le désir de simplement redémarrer le lendemain, etc., etc. Donc ce sont des choses impalpables qui peuvent être mesurées, même si je pense que c'est peut-être moins souhaitable, puisque c'est quelque chose qui est de l'ordre du désir. Donc qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui entraîne, quelle est cette énergie qui fait que, et puis à un moment donné, la vie passe. Et donc ils ont développé sur un terrain au nord-est de Lausanne un logement, en tout cas un immeuble ou un ensemble. Là-bas, c'est plutôt une typologie de grands ensembles de villas urbaines, donc avec une certaine densité. Et donc, il y a cet immeuble, la maison Mivla. Donc déjà, on appelle le terme maison, donc c'est très intéressant, alors qu'on pourrait croire que c'est un building chez nous. Donc, ils n'ont pas peur de cette densité, et donc c'est quand même 35 logements, avec une particularité, c'est que déjà, à chaque étage, il y a 4 petits studios pour personnes âgées, donc vraiment ce dont on a besoin. Et il y a une famille qui vit à chaque étage avec un enfant en bas âge. Et donc il y a une espèce de contrat qui est pris en charge par une sorte d'ASBL, même si ça porte un autre nom en Suisse. Un organisme qui organise ceci, avec évidemment, qui dit Lausanne, dit loyer extrêmement élevé, mais avec des avantages, mais en conséquence aussi, la famille qui est là, je ne dis pas prend en charge les personnes au même niveau, mais il y a des échanges dans les deux sens. C'est-à-dire que si les parents doivent partir, ah tiens, il faut faire garder le petit ou la petite pendant 1 heure, bien, il y a toujours des personnes disponibles, puisqu'elles sont là dans un projet.
Et donc, on est dans un projet, on s'inscrit dedans, et quelque part, on accepte aussi les différentes dimensions que cela implique. Et au rez-de-chaussée, il y a une référente sociale avec un lieu ouvert qui permet en fait de donner la possibilité ou pas à chacun d'aller dans l'espace communautaire pour pouvoir discuter, prendre un café, où on n'est peut-être pas en humeur de rencontrer les gens parce qu'on a passé une mauvaise journée, alors on prend l'ascenseur vitré qui permet de montrer si jamais une personne ou pas. Donc il y a plein d'intelligence dans les mécanismes, dans les dispositions matérielles, puisque ce sont des coursives extérieures, donc on chauffe moins. Donc il y a plein de choses qui sont dans l'ordre du registre architectural, utiles et qui brisent quelque part. Voilà, chez nous, on construit pas qu'en briques. Il y a des typologies qui sont à explorer, qui sont très utiles. Dans la construction de cette maison Mivela, on a consulté des personnes, des adultes âgés, appelons-les comme ça. Mettons-nous. Je ne sais pas vraiment toute la genèse du projet. Je pense que c'est vraiment, on appelle ça les logements protégés dans le canton de Vaud. Donc, c'est, comme on dit, effectivement, il y a la notion de fragilité dans le sens que l'on souhaite donner toutes les conditions d'environnement les plus favorables possibles, et puis il y a l'épanouissement des propres personnes à l'intérieur. Là, on parle d'un habitat commun. On voit dans les chiffres de l'étude que la grande majorité, l'extrême grande majorité des personnes se prononcent en faveur de pouvoir rester au sein de leur foyer, au sein de leur maison. Valérie, tu insistes beaucoup sur effectivement le terme de maintien à domicile, comme si on enchaînait les gens à leur domicile. Okay. Comment faire justement pour, quand ils sont dans leur domicile, que finalement leur foyer s'adapte aussi au fait que eux évoluent. On ne va pas dire vieillissent, mais eux évoluent dans leur parcours de vie par rapport à ça. Vous voyez, toute une réflexion à avoir sur les termes que l'on emploie. En fait, oui, depuis quelques années, tout le monde connaît les centrales de services à domicile. Et historiquement, on a commencé avec des services comme les services des aides familiales ou des services infirmiers. Et puis on s'est rendu compte que c'était bien, très très bien, et ça poursuit d'ailleurs, mais il fallait aussi un complément à l'ensemble de ces services-là. Et donc on a développé depuis de nombreuses années aussi maintenant des services qui viennent compléter et maintenir l'autonomie des gens. Je n'ai pas besoin de quelqu'un nécessairement pour nettoyer ma maison si ma maison est agencée de manière XY qui me permette de continuer à le faire un peu moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir nécessairement m'aider à prendre une douche pour autant que ma douche soit adaptée par rapport à ma difficulté d'en sortir, enfin d'y entrer et puis d'en sortir. Donc on va avoir des ergothérapeutes qui, et là c'est peut-être un parallèle avec le monde du handicap si je peux me permettre, ou des personnes en situation de handicap qui depuis toujours ou longtemps, on a des services handi info aménagement en région wallonne. Et je suis à Namur, donc c'est un peu le berceau de ces services-là d'ailleurs. L'expérience qu'eux ont développée, toute l'expertise qu'ils avaient dans l'aménagement par rapport à des personnes handicapées ou en situation de handicap, sert aujourd'hui. On a de plus en plus, via la plateforme Bien Vivre Chez Soi, l'ensemble de nos CSD couvre l'entièreté de la région wallonne avec des services d'ergothérapeutes qui viennent apporter une solution individualisée et très personnelle puisque ça dépend de l'environnement, de la personne. Quand je dis son environnement, c'est à la fois sa maison ou son appartement, c'est aussi qui vient l'aider, qui peut l'aider, comment on peut l'aider. Donc ça veut dire un voisin, une fille, un fils, un service d'aide à domicile ou non. Et en fonction de ses finances aussi. Et c'est vrai que la technologie et la technique de construction, les techniques de construction permettent maintenant d'aménager des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a encore quelques années grâce à des matériaux. Mais ça, monsieur peut en parler beaucoup mieux que moi. Mais ça, c'est important et nos services peuvent proposer ce genre d'expertise aussi. On a développé aussi des techniques, enfin tout ce qui est matériel médical. Avant, le matériel, souvenez-vous, on voyait à la Croix-Rouge des lits blancs à barreaux, quoi, hein, c'est l'horreur totale, ces lits-là. On est vraiment, c'est dépassé. On est maintenant dans quelque chose de franchement plus comme chez soi.
hein. Donc on peut avoir un matériel, souvenez-vous des chaises percées aussi, quand vous rentriez dans un hôpital, c'était en bois à la limite, hein, ou alors pour les jeunes, je parle d'un temps que vous ne sauriez pas connaître, mais ça a existé, c'était une horreur. Maintenant on est quand même dans autre chose qui est beaucoup plus respectueux, qui permet d'un peu déconstruire aussi, zut, je devais devoir vivre dans un lit médicalisé, ben non, ce ne sera pas le lit à barreaux, ce sera quelque chose qui me permet d'être encore digne chez moi, avec quelque chose qui s'harmonise avec mon environnement. Donc voilà, tous ces éléments-là sont nouveaux, entre guillemets, enfin nouveaux et continuent à se développer. On a de plus en plus de techniques, on parlait de domotique aussi en préparant. Là, c'est à voir, la technique ou l'hyper-technicité maintenant, ou l'hyper-domotique. Est-ce qu'il faut aller sur cette voie-là en toute technicité? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Ouais, ça pose question par rapport effectivement à l'informatique dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'une personne de plus de 80 ans est je ne vais pas dire est capable de, parce que c'est est en mesure de pouvoir maîtriser une technologie de ce type-là? Je vais dire que oui, parce que je suis optimiste et ils ne sont pas plus imbéciles que nous ne le serions ou ne le sommes. Donc oui, je pense que tout le monde pourrait utiliser. Ce qui pourrait être à craindre dans l'utilisation de ce genre de technicité, de technique, c'est la surveillance. Sur une logique de bienveillance, ou on parle de télésurveillance, on a peur que papy ou mamie ne fasse une chute, on a peur d'une agression, on a peur de laisser chauffer une bouilloire et que ça mette le feu, et sous couvert de cette volonté de bienveillance, on développe un certain nombre de techniques qui sont à un moment donné une espèce d'entrave à la liberté, quoi. On a des systèmes anti-chute, des détecteurs de chute, des détecteurs d'énurésie. Vous vous rendez compte, est-ce que vous avez fait beaucoup pipi ou pas pipi pendant la nuit? Parce qu'on en est là pour certaines technologies. À domicile, des technologies de mouvement aussi. Est-ce qu'on est passé oui ou non devant le détecteur? Combien de fois? Sans la piscine, oui, mais c'est le loft. Effectivement, donc voilà, il y a des choses intéressantes et qui se développent de plus en plus à domicile, mais je pense qu'il faut rester en garde, se mettre en garde et avoir toujours cette réflexion éthique à un moment donné. Et donc quand on parle de maintien, parler d'accompagnement, quand on parle de télésurveillance, est-ce qu'on peut parler de surveillance, mais plutôt de quelque chose de consenti, avec oui, je veux bien, moi, personne âgée, qu'on veille sur moi. C'est de la veillance ou de la bienveillance, pas de la surveillance. Ben voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir à ce niveau-là. Oui, les mots ont vraiment toute leur importance dans la manière dont les personnes peuvent appréhender à la fois les personnes qui s'occupent des adultes âgés que la manière dont les adultes âgés eux-mêmes voient les choses finalement. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle aussi, tu disais que faut-il pour rester bien chez soi ou être senior-friendly? Je pense qu'on pour bien rester chez soi, et Gisèle n'est pas là, mais c'est à elle que je le dois, elle m'a toujours dit, c'est bien de rester chez soi, mais il faut pouvoir en sortir aussi. Donc de nouveau, quand on parle de maintien à domicile, c'est bien gentil, mais ma vie sociale, et le président Jadot en faisait allusion, si je veux rester citoyen, je dois pouvoir sortir de chez moi aussi. Donc on a dans nos services, ou nos services d'aide à domicile, des services de transport, des transports adaptés. Et on doit aller, et là, de nouveau, j'appelle l'architecte, on devrait aller dans un quartier ou une cité qui est adaptée, sur une logique de conception universelle. C'est pas parce que je suis âgée avec une béquille que j'ai d'office des difficultés et je suis le seul à en avoir. Et la jeune maman qui a sa poussette avec elle et son bébé a les mêmes difficultés que moi, personne âgée. Et donc je suis dans une autre logique, je suis dans une logique d'inclusion et pas de stigmatisation de personnes âgées. Fondation Roi-Baudouin, avec une étude postérieure au thermomètre, mais dont les chiffres sont identiques. Robert Grabchan, vous avez participé en fait, à une recherche universitaire sur le thème de l'habitat et le vieillissement dans le cadre de la Fondation Roi-Baudouin, dans la campagne de la Fondation qui dit penser plutôt à plus tard. On remarque aussi dans les chiffres que la plupart des gens, par rapport à la réflexion qu'ils ont par rapport à leur foyer futur, à une très très large majorité, ne s'en sont pas occupés du tout. Alors quel était justement le but de cette étude? Essayer d'inciter ces personnes, le tout un chacun, à penser à cela? En fait, je redis peut-être avec d'autres mots, parce que j'ai un autre regard, mais comme Madame l'a dit, il
y a plusieurs vieillesses, et c'est souhaitable, puisque nous avons tous des désirs différents par rapport aux perspectives actuelles et futures. Donc la question qui a été posée, c'est quelles sont les formes d'habitat qui peuvent soutenir l'élan vital. Alors on nous a posé une question et on en a renvoyé 10. Parce que ce n'est pas à nous de donner la réponse, c'est à chacun, en tout cas, de donner la mesure et de donner les moyens de se poser soi-même la question. Est-ce que je veux être à proximité des autres? Est-ce que je veux une vie collective? Est-ce que je veux une vie plutôt solitaire? Est-ce que je veux être en assistance médicale ou pas? Est-ce que je veux... etc., etc. Donc, nous avons établi sur base de 6 questions clés qui elles-mêmes orientent plusieurs possibilités. Et donc, sur base de cette théorie qu'on appelle la théorie de la médiation, elle permet de dégager, parce qu'il y a des cas difficilement possibles, mais il y en a d'autres qui sont peut-être même à inventer. Il y a 88 situations qui ont été dégagées et qui ne sont pas stigmatisantes. Elles permettent simplement de bien faire la part des choses. Et puis on sait très bien que la vie, de toute façon, c'est une combinaison de toutes ces choses-là. Mais ça permet en tout cas de voir un peu plus clair. Et donc il y a eu l'établissement de ce qu'on appelle un cadastre de logement support qui présente 88 situations. Et parmi les exemples étrangers, donc, dont la maison Mivela fait partie d'une de cette combinatoire, puisqu'il s'agit d'un logement. Donc il y a plusieurs... donc est-ce qu'on est propriétaire ou locataire? Est-ce qu'on vit de manière commune ou pas? Est-ce que le centre du soin, en tout cas du support, puisque c'est plutôt le support, c'est le terme qui a été vraiment mis en avant, c'est on a tous besoin de support. Moi, j'ai un support, ça s'appelle des lunettes. Et donc, quelque part, le support, c'est quelque chose qui s'accompagne. Il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus. Simplement, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'une béquille, etc. Donc, c'est un processus tout à fait naturel qu'il faut... mais que, effectivement, les apports techniques peuvent suppléer et, effectivement, les relations humaines aussi. Et donc, dans ce rapport-là, nous avons plutôt fait une espèce d'inventaire des différentes situations possibles, basé sur des exemples très concrets, avec des plans d'architecture associés, parce qu'il n'y a rien à faire, on vit dans des conditions matérielles, et tant mieux. Et après ceci, il y a eu un deuxième travail qui s'appelait Habitat Amis des aînés, que j'ai coécrit avec le docteur Dutilleux, qui est l'ASBL Qualidom, qui travaille sur Malmedy, extrêmement active dans les soins à domicile, avec l'association de médecins. Et donc, là, c'était une manière beaucoup plus... comme un cahier des charges, quelque part, dans la construction. Donc, c'était dans le but de faire un espèce de label, mais bon, on a voulu rendre ça plutôt open source, comme on dit, puisque je pense qu'il faut que le débat, d'abord, sur la place publique, prenne... En fait, concrètement, permettre aux architectes d'aller piocher là-dedans pour pouvoir concevoir des habitats qui soient senior-friendly, parce que c'est ça le but. Tout à fait. Mais je pense que le monde de la construction, c'est comme un grand paquebot, c'est extrêmement inerte. Madame dit, c'est une question de technologie. Il y a ça, il y a la domotique, puis il y a les matériaux. Bon, on fait toujours des blocs de béton. Après, est-ce que c'est souhaitable en termes environnementaux ou pas? Mais en termes de mesures, je pense que ça coûte pas plus cher de mettre un linteau plus large dans les chambres pour qu'une chaise roulante puisse passer. Donc c'est simplement un Stalton qu'il faut changer, qui ne coûte pas plus cher, mais qui donne des possibilités qui ont une valeur bien plus, je pense, plus forte qu'une PEB B ou A, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est encore dans le champ extrêmement technique dans la construction actuellement, alors que l'habitat, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand même d'abord à disposition des personnes. Le problème, c'est une question une absence de réflexion de la part de la Non, je pense que c'est culturel. Je pense que c'est d'abord culturel. L'architecture, c'est de la culture. Ça, c'est mon postulat. Mais ce n'est pas une question de coût non plus. Vous parlez de la largeur de linteau, etc. Oui, c'est un petit surcoût. Ouais. Mais ça coûte quand même moins cher de faire avant que de démolir et de faire après, donc payer 2 fois. Donc je pense que c'est vraiment une réflexion en amont, mais comme je dis, quand on n'est pas peut-être en posture de questions en amont, et pourtant ce sont des enjeux qui arrivent, enfin, on le sait tous, toute l'Assemblée est bien au courant. Pour vous dire, j'ai eu la chance d'étudier 1 an à Lausanne, à l'EPFL. La maison Mivela, personne ne la connaissait. Donc j'ai revu des anciens. Et je me dis, tiens, il y a un super projet incroyable. Il n'a peut-être pas un design de publication
ésotérique d'architecture, mais en tout cas, on voit que c'est une architecture au service de la collectivité. C'est ça, une architecture utile. De service. C'est ça, ok. Ouais. Au service de. Mhm. Valérie, une réaction par rapport à cela? Je voulais juste réagir parce que parfois on se dit où trouver l'info quand je veux transformer quelque chose ou quand je veux organiser quelque chose. Mais de nouveau, là, Cédélis a une réponse puisqu'on a dans nos ASBL, notamment à la SPH, des personnes qui ont une qualification d'expert et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent donner des conseils sur un aménagement, sur des plans d'aménagement. Et donc voilà, ça ne coûte entre guillemets que de téléphoner, d'appeler et de demander. Et le monde de la construction a fait, moi qui n'y connais rien du tout, en me renseignant un peu, on tombe sur le CSTC, le Centre scientifique pour la construction. Ils ont fait avec l'ex-AWIP et différentes personnes, ils ont déjà des choses hyper techniques, hyper bien faites, avec des plans, avec les mesures, avec tout ce qui peut permettre demain que si je construis ma maison, quand j'aurai mes enfants dans une poussette et puis moi dans une chaise roulante, je resterai dans mon lieu de vie choisi parce qu'il sera adapté, il sera adaptable. Donc voilà, ces infos sont possibles et on les a même au sein du réseau. J'ai l'impression, en fait, aussi, moi je suis un fan d'architecture et je participe souvent à une opération qui s'appelle Ma maison, mon architecte. Et de plus en plus, quand je vais visiter des maisons, les gens quand ce sont des gens qui sont dans une certaine période de leur vie, on va dire ça comme ça, vous voyez, j'essaye de moi-même, je ne dis pas des gens plus âgés, une certaine période de leur vie, ont déjà eu cette réflexion par rapport à l'aménagement de leur domicile pour les 20 années suivantes. Et la question que je me pose, ce sont souvent des gens qui ont des moyens financiers. Alors qu'en est-il des personnes qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir aménager leur domicile? Est-ce qu'il y a moyen pour ces personnes, à moindre coût, de malgré tout leur permettre de rester dans leur foyer en étant simplement dans des situations de vie qui sont différentes? Monsieur Grabchan, est-ce que c'est possible au niveau... Je dis ça dépend du projet. C'est aussi simple. Le projet, il y a quelque chose de fascinant dans cette alchimie, c'est que quelque chose qui se cristallise et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est à un moment donné, il y a une proposition qui tient la route. Et donc, elle prend en compte à la fois les facteurs budgétaires, à la fois la situation, à la fois... donc, on peut être extrêmement pragmatique, si on comprend... Donc, ça dépend si on parle de construction neuve ou on parle de maison existante. Une maison existante, ça nécessite la compréhension d'un certain type d'habitat. Et donc, il faut se replonger dans la culture, puisque cet habitat, il a été construit avec des matériaux dans une certaine époque donnée. Donc, tout est lié dans un contexte. Et puis, il se pétrifie dans la matière. Alors, simplement, si on décide de tout casser, forcément, ça va coûter plus cher. Par contre, si on s'inscrit dans la structure du bâtiment, sans faire de miracle non plus, mais si on s'inscrit dans la structure du bâtiment et que l'on saisit les efforts, ça va coûter cher, mais ça permet, peut-être pas maintenant, mais pour plus tard, telle action, telle action, telle action. Et donc, notamment, quand on parle de personnes, effectivement, il y a des personnes qui ont plus de moyens, il y en a d'autres, puis il y a des géométries variables qui s'installent, notamment un couple d'une 50aine d'années qui accueille déjà la maman, parce que je prends des cas un peu terre à terre, une maman qui vient dans une maison qui est construite à l'arrière, seconde petite maison, et lui a l'idée de faire amener sa maman aussi. Donc il me pose la question, tiens, voilà. Le club des mamies. Et donc ma question, c'est pas est-ce qu'il faut mettre un stana, est-ce que les portes sont en chaise roulante dimensionnées à 1,50 m avec des pentes? Comment deux personnes qui ont quand même le désir de partager, mais par contre, je crois que l'architecture, puisqu'on parle parfois de philosophes, Pierre Quay dit que l'architecture, c'est l'art de la distance. Et je pense que si on voit sous cet angle-là les choses, moi je me pose la question, comment ces deux personnes peuvent à la fois être en support l'une de l'autre, être en coprésence, et à la fois comment elles peuvent aussi trouver leur propre intimité. Voilà. Et ça, c'est des questions, ça c'est les vraies questions pour moi d'architecture. Ça, c'est notre vrai travail. Après,
Évidemment, on doit normativement, techniquement, financièrement se battre, etc. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, les questions principales, elles sont là. C'est pas simplement signer, merci, au revoir, un plan. Dans les chiffres du thermomètre aussi, donc cette envie de rester chez soi, de rester dans son foyer, de rester dans sa maison, est-ce qu'elle ne vient pas aussi du fait que pour la grande majorité, maison de repos est assimilée à un mouroir où on vous parque comme une vieille bagnole dans une chambre complètement impersonnelle, avec certes peut-être éventuellement des aménagements avec des portes plus grandes pour y passer des lits médicalisés ou des chaises roulantes, mais qui ne sont pas pensés. Alors comment faire avec à la fois le parc futur, parce qu'on l'a dit, et ce n'est pas un problème en soi, comme on l'a dit, la population vieillit, donc il y aura nécessité d'avoir des lieux d'accueil, mais pour inciter les personnes qui sont dans leur habitation et qui n'y sont plus nécessairement bien parce que leur situation fait que c'est plus compliqué, est-ce qu'on ne doit pas aussi penser par rapport au parc existant? Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que Autonomis, Valérie, parce que tu me vois arriver avec mes gros sabots, est-ce qu'Autonomis peut, pour reprendre un terme employé souvent par quelqu'un qu'on connaît bien, peser sur le débat pour pouvoir faire changer les choses aussi là-bas concrètement? Non, je pense que Autonomis et la mutualité peut peser effectivement par rapport en étant son acteur social et poser les questions qu'elle pose, notamment via le service études qui a fait toute une étude sur le prix des maisons de repos. À quel prix? Oui, mais pour quel service et pour quelles conditions de vie? Donc ça, ce sont des choses qui nous préoccupent effectivement beaucoup. Le secteur des maisons de repos est quand même agité comme un épouvantail, mais pour le fréquenter depuis quelques mois maintenant, ou presque années, il faut aussi déconstruire les idées reçues sur les maisons de repos. On n'est plus dans la logique des mouroirs. On a quand même fait d'énormes progrès avec les normes d'encadrement telles que la région Wallonne les impose, ce qui pose souci pour beaucoup. Beaucoup de petites maisons de repos n'ont plus les moyens, et donc c'est pour ça qu'on en revient ou on en vient à peut-être des super gros centres, et qui à la limite font peut-être encore plus peur, parce qu'on se dit c'est 120, 130 lits, parce qu'il y a a priori un seuil de rentabilité à ces moments-là. Mais c'est vrai que là, les architectures et le côté sont sympas. Maintenant, c'est pas parce qu'on est dans une belle maison de repos fraîche, propre et blanche que tout est merveilleux. C'est surtout le projet de vie dans une maison de repos qui va déterminer aussi la manière dont les résidents se sentiront bien ou ne se sentiront pas bien, la manière dont on va se dire leur chambre, c'est leur intimité, c'est leur chez eux, donc ils y vivent, ils y reçoivent entre guillemets qui ils veulent, et voilà, ça c'est vraiment la manière dont la maison de repos peut s'organiser. Le gros souci qu'ils ont peut-être aussi en maison de repos, c'est la dépendance de leurs résidents qui va en s'accentuant, et donc quand quelqu'un est dépendant, la notion de soin va prendre le pas, et on est tout de suite alors dans une logique soignant-soigné, et voilà. De nouveau, quid de la notion d'autonomie et d'autodétermination dans ce domaine-là. Autonomie, ça a envie d'ouvrir un champ qui sera un peu différent, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'opposition, c'est tout le domicile, à tout cran, c'est peut-être pas la bonne idée non plus, ou la maison de repos. Et il y a un no man's land là entre les deux, et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait créer ou donner une alternative par des maisons de type la maison à Lausanne ou d'autres, parce qu'on est dans une logique peut-être je fais un lien avec les assises de l'année dernière, qui était là notamment l'intergénérationnel, comment vivre vivre en communauté ou non, choisi ou non, à des moments, c'est pas parce que je deviens vieux que je dois d'office vivre avec tout le monde, comme si j'étais en colonie de vacances, c'est pas ça le but non plus, c'est j'ai mon autonomie, mon individualité, mais je peux partager des moments. Donc voilà, nous on est aussi dans une réflexion de logement dit alternatif, et on aurait envie de peser sur peut-être tout ce qui est normes légales aujourd'hui et financement de ce genre d'alternative. Quand les gens veulent, un simple exemple, si on met un promoteur a envie de mettre ou d'offrir un logement avec des services à des personnes, dès qu'elles ont plus de 65 ans, vous êtes considéré comme une résidence-service, et donc sous la réglementation maison de repos. C'est peut-être pas tip-top quand on veut demain avoir une initiative et créer autre chose qu'un espace avec que des plus de 65 ans.
Robert Grabchan, vous avez dit très justement que l'habitat n'est pas tout, l'architecture n'est pas tout, c'est aussi les gens qui y vivent. Mais avant de passer aux questions, les senior friendly, donnez-moi peut-être 4 ou 5 exemples concrets. Qu'est-ce que c'est senior friendly? J'ai cru comprendre que ce n'était pas nécessairement le Stana, oui, mais qu'il y a d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? En fait, on a eu, c'est un exercice assez intéressant de revisiter tout le vocabulaire de l'architecture. En tout cas, je parle techniquement, hein, une hauteur de prise, les seuils, donc de rentrer quasiment du trottoir jusqu'à sa salle de bain sans entrave, la largeur des portes coulissantes, est-ce qu'il faut déjà faire une réservation dans la porte de son appartement pour qu'elle puisse s'ouvrir électromécaniquement un jour, est-ce qu'il faut... C'était des choses... Donc on est parti du logement adaptable, mais plus spécialisé sur les questions de vieillissement. Pourquoi donnons-nous des câbles chauffants dans les rampes de parking, alors que en sortant, par exemple, des allées, on pourrait aussi, moyennant un raccordement sur les températures de consigne, on pourrait très bien dire, voilà, ce câble chauffant va dégivrer l'entrée de l'immeuble parce que le risque de chute, on sait ce que c'est, et puis dès qu'on tombe, etc., et on s'en relève quasiment plus au sens figuré. Donc tout ceci, les revêtements de sol, les classes d'antidérapants, ça existe, mais c'est au service toujours du cadre de vie. Donc c'est toujours la technique au service du cadre de vie. Il ne faut jamais oublier. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est que finalement, dans ce que vous dites, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure lors de la première partie de notre rencontre. C'est finalement, il y a une vie avec différentes étapes, mais quand vous me dites un cadre antidérapant pour empêcher la chute, mais ça peut aussi empêcher la chute d'un enfant. Des hauteurs de prise, ça peut aussi aider les personnes. L'ergonomie, quoi. Voilà, c'est ça. La fluidité quelque part des espaces. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à penser alors les habitats comme étant une succession de, comme si c'était une course d'obstacles, en disant on va vous mettre des entraves pour aller jusqu'à votre salle de bain, on va mettre un petit seuil et une porte bien étroite, comme ça on va voir ce que ça va avoir. Bon. Parce que c'est un enjeu de société dont on prend mesure, qui commence vraiment depuis le début des premières réflexions, parce qu'on m'a dit, écoute, tu vas travailler sur les personnes âgées. Moi, je dis, oui, ok, je ne connais pas du tout ce monde-là. Et ça m'a ouvert complètement, alors que des personnes âgées, j'en connais, j'en vois, mais ça m'a ouvert, pris conscience et changé le regard. Pourtant, les choses étaient là. Et donc, je pense mais que ce soit dans tous les milieux, tous les secteurs, que ce soit au niveau notarial, au niveau juridique, au niveau de la construction, au niveau de la promotion, au niveau même des clients, les personnes âgées de demain sont les gens qui ont 50 ans. C'est ça. Ouais, c'est eux qui, à 80 ans, on devrait leur donner à disposition des logements, mais quand on a 50 ans, on pourrait déjà se poser les questions, faire jalonner. On sait bien que ça prend quand même du temps à faire émerger ce genre de projet. Si on désire, par exemple, une altérité, une collectivité, on sait que ça prend du temps. Alors, rien n'est impossible, les âges se complètent, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose, évidemment, le leitmotiv de la Fondation Roi Baudouin qui nous a soutenus, c'est penser plutôt à plus tard. C'est effectivement... ça veut tout dire, quoi. Oui, et je pense que le vieillissement, c'est un enjeu. Je pense qu'il faut le remettre dans un cadre sociétal qui va durer. Voilà, c'est pas éternel non plus. C'est une phase dans notre histoire, mais il faut s'en saisir pour, de toute façon, fabriquer l'universal design, quelque chose qui, de toute façon, est ouvert à toutes les fragilités. En tout cas, ça ne mange pas de pain. Oui, bien votre terme de dessin universel, donc qui s'adapte à tout le monde, plutôt que d'essayer d'adapter à une partie de la population en se disant on va faire des choses spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées, peu importe le terme que l'on emploie, on va faire des choses pour les personnes âgées, etc. C'est de faire finalement quelque chose pour tout le monde, où tout le monde se sent plus à l'aise de vivre et de vivre mieux. Est-ce qu'il y a à ce stade des réactions dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en maison de repos? J'aime pas tellement ce terme-là, mais en plus maison de repos, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus MRS, maison de repos et de soins, donc là, tac, on reprend de nouveau, là, voilà, donc il va falloir faire fort attention à la manière dont on s'exprime. On pourrait dire des cadres de vie pour adultes âgés. Est-ce qu'il y a des personnes
Monsieur. Il y a les maisons qui s'appellent intergénérationnelles. Donc on mélange des gens de toutes les générations. C'est chacun pouvant apporter quelque chose aux autres générations. On a parlé des vieilles personnes qui peuvent être là, comme elles sont là toute la journée. Elles fournissent un semblant de sécurité à l'habitation, elles peuvent s'occuper des enfants ou des choses du style. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le vivre ailleurs ou chez soi, parce que moi j'ai surtout pensé vivre ailleurs chez soi. Ça veut dire changer de maison ou d'habitation, mais rester quand même chez soi. C'est ça. Voilà, donc c'est quelques mots comme ça. Mais quand chiffre aussi de... Moi j'ai été très étonné. Je ne sais pas si vous avez vu ce film ou entendu parler de ce film, avec notamment je pense qu'il y avait Claude Rich, Jane Fonda, etc. Tous ces comédiens plus âgés, on va dire ça comme ça, voilà, qui, dans le scénario du film, se rejoignent et décident d'acheter une maison en commun. Et on voit leurs aventures, souvent très comiques. Moi, je me dis, tiens, finalement, vivre avec des copains, on est potes, on a été en coloc, comment dirais-je, moi, quand on faisait ses études, tiens, tout compte fait, ça va être une autre étape quelque part. Quand on voit les chiffres de l'étude, moi, ça m'a interpellé. Il y a une énorme majorité, je pense Delphine, tu peux confirmer, c'est une énorme majorité de gens qui sont contre ce modèle-là. Qu'est-ce qui pourrait être fait, justement, pour essayer d'amener... Est-ce que c'est le côté, on va être trop entre nous Est-ce qu'il faut penser l'habitat, là aussi, un habitat spécifique intergénérationnel? Parce qu'il y a des bons exemples qui viennent aussi de l'étranger, où on voit effectivement cette sorte de grand foyer idéal où se côtoient petits-enfants, des mamies qui ne sont pas les mamies biologiques, mais qui deviennent quelque part. Donc voilà, il y a une belle aventure humaine qui se fait, mais ici, visiblement, ça n'a pas... tendance à... La remarque de monsieur est très juste. Qu'est-ce que ça veut dire être chez soi? J'ai vu beaucoup de projets où des personnes se sentent chez elles. Pourtant, ce n'est pas le chez-soi traditionnel, mais elles se sentent... Donc, c'est un sentiment. Donc, en fait, je pense que si on met les conditions et le désir de vouloir... évidemment, c'est un pas, c'est un projet. Donc, un projet, c'est quelque chose qui... On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas sur quel résultat on va... Donc c'est une visée quelque part. Et donc c'est ça qui donne un peu parfois le sentiment de fébrilité, mais en même temps qui est extrêmement stimulant, puisqu'on peut décider, voilà, ce sont des nouvelles énergies, un nouvel apport, et on peut mieux localiser par exemple son logement. On dit, voilà, on mutualise. C'est pas aux mutualités qu'on va apprendre ce que ça veut dire ce mot. On mutualise aussi. Pourquoi avoir chacun sa machine à laver alors qu'on peut avoir une buanderie commune? Donc ce sont des économies à la fois d'échelle, mais qui ne sont pas simplement économiques, c'est pragmatique, et en même temps ça permet de ne pas être tout seul en train de ranger ou de plier. On peut être en relation, et notamment avec des dispositifs extrêmement simples, comme on disait la surveillance, etc. À la maison Mivela ou dans d'autres, il y a des petites fenêtres qui sont moyennant ou pas le rideau opaque ou pas. Donc on a le choix de son intimité. En tout cas, si une personne bienveillante passe par là, tiens, je vois que quelqu'un est tombé, j'alerte les autres personnes. Donc il y a des dispositifs matériels qui peuvent changer, et c'est ça quelque part que je pense que le devoir de tout un chacun. Donc l'architecte n'est que le traducteur quelque part des désirs de la maîtrise d'ouvrage pour mettre en matière quelque part les lieux. Comme vous avez dit tout à l'heure, les gens de 50 ans aujourd'hui, est-ce que c'est quelque part, pour utiliser un terme de marketing, le public cible, sans vouloir laisser tomber les 80 ans et plus, mais à l'heure actuelle, tant qu'il nous est imparti, de faire des choses concrètes maintenant pour les personnes de 80 ans et plus, est-ce qu'on ne doit pas aussi s'attaquer à déconstruire ces images-là chez les personnes plus jeunes qui ont aussi des parents souvent qui sont dans cette tranche d'âge-là, donc 50-80, il y a cette relation-là, et de se dire, tiens, finalement, je dois à la fois changer la perception que j'ai de mes parents plus âgés chez eux, il faut les laisser chez eux, mais de pouvoir développer aussi une réflexion pour eux-mêmes en disant, tiens, tout compte fait, est-ce que le fait de se mettre en commun n'est pas l'une des solutions ?
il y a de plus en plus d'appartements, par exemple, qui se vendent, où on voit qu'il y a de plus en plus de personnes plus âgées ou de personnes plus jeunes, mais qui se disent, tiens, quand je serai plus âgé, je vais vendre mon chez-moi. Et effectivement, vous avez raison, chez soi, c'est quoi? Bon, voilà. À partir du moment où on est bien dans un endroit, on peut se considérer comme étant chez soi. Moi, quand je suis en vacances, je me considère comme chez moi. Et puis après, il faut que je reparte, mais bon, voilà. Ça demande évidemment une ouverture, ça c'est clair. Si on pense que tout va continuer comme avant, enfin, je pense que de toute façon, la vie fait qu'il y a toujours des enjeux qui sont différents, et tant mieux, sinon ce serait extrêmement ennuyeux. Mais il faut alors du coup se donner les moyens de se poser les questions à temps, et pas justement être dans la précipitation et justement dans l'urgence, parce que je pense que dans ces situations-là, ce n'est pas des situations généralement désirables, tout simplement. Un doigt se lève dans la salle. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oh là 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 là. Bonjour, donc moi je m'appelle Axel, je travaille pour l'association Un Toit Deux Âges et j'ai une autre casquette, je suis psychologue en maison de repos et une troisième, j'habite dans un habitat groupé. Donc au niveau habitat, j'ai un peu le panel. Donc voilà, j'étais juste un petit peu étonnée que le versant intergénérationnel n'ait pas été abordé dans les possibilités, les nombreuses possibilités de vieillir chez soi. Parce que c'est vrai que nous, avec Un Toit Deux Âges, c'est un projet qu'on a instauré en Belgique maintenant depuis presque 8 ans. Et on voit que c'est une explosion au niveau des binômes. Donc nous, on met en relation des étudiants et des seniors. Et donc on place des étudiants chez des seniors. Et c'est vrai qu'on voit, je reprends le terme de réciprocité qui a été évoqué lors de la première partie. Clairement, tout le monde est gagnant dans ce système. Les personnes âgées, on parlait de sentiment d'utilité, retrouvent un sentiment d'utilité en pouvant aider des jeunes par leur connaissance, partage de savoir, d'expérience, etc. On parlait de l'informatique, dans l'autre sens, voilà, le jeune peut apporter aussi des connaissances et accompagner la personne âgée qui souhaite peut-être entrer en communication par Skype avec des petits-enfants qui vivent ou qui sont en Erasmus, je ne sais pas où. Au niveau de la solitude, clairement, j'étais étonnée quand même du chiffre du thermomètre de dire que les personnes se sentaient fort accompagnées, je ne sais plus, c'était 87%. Moi, je vois bien au niveau d'Un Toit Deux Âges, le premier critère quand je rencontre mes seniors, c'est rompre la solitude. Il y a quand même souvent des contextes familiaux. Oui, ok, il y a les enfants, les petits-enfants, mais c'est souvent, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent, vous comprenez, je ne veux pas les déranger. En maison de repos, n'en parlons pas. Il y a des familles très présentes, il y a des personnes qui n'ont plus personne, où les personnes ne viennent plus. Ils sont vraiment, comme vous dites, parqués là. Et là, quand on leur met des étudiants, en tout cas chez eux, le sentiment de solitude, il est rompu. Voilà, et puis au niveau aussi sécurité, ça rassure tout le monde parce que les enfants s'inquiètent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand ils commencent à avoir des petites pertes de mémoire ou on perd d'équilibre, etc. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là le soir. Et donc, de nouveau, ça rassure si bien le senior que la famille. Et en plus, ça permet, pour rebondir aussi sur la partie 1, je trouve que les représentations sociales du vieillissement, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut travailler dessus. C'est avec les enfants, donc il y a pas mal madame de... Je ne sais plus où elle travaillait, c'était pas à tout âge, c'était... non, Espace Senior, qui fait des animations en maison de repos. Je ne sais pas si c'est avec des enfants ou pas. Là où moi je travaille, il y a des enfants qui viennent en parascolaire, etc. Ça permet aussi quand même de déconstruire des images du vieillissement. Et je pense que même chez nous, chez nos étudiants, il y en a beaucoup. Voilà, c'est dans les deux sens en fait, les stéréotypes. Il ne faut pas oublier que les seniors ont aussi des stéréotypes par rapport aux jeunes. Et donc la déconstruction se fait aussi dans les deux sens. Mais il faut une certaine ouverture d'esprit. C'est pas un système qui fonctionne, qui est approprié pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de vivre avec un jeune et tous les jeunes n'ont pas envie de vivre avec une personne d'une autre génération. Et alors je rebondis, j'ai plein de trucs à dire. Mais c'est très bien. Je rebondis sur l'aménagement des villes que Madame a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'à mon avis, monsieur doit connaître, mais c'est vrai qu'au Canada, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Il y a tout le concept de ville amie des aînés aussi, où vraiment ils pensent, ils consultent leurs aînés pour adapter leurs espaces publics, etc., pour créer des espaces de rencontre. Et ça, je pense que malheureusement en Belgique, ça bouge, mais c'est pas encore bien lancé. Mais voilà, s'inspirer un peu de l'étranger, que ce soit la Suisse ou le Canada. Mais le Canada, ils font vraiment de très belles choses. Et on a participé aussi à un projet dans le cadre de la Fondation Roi Baudouin, Penser plutôt à plus tard. On a créé avec le Centre Vidéo de Bruxelles et d'autres associations une plateforme d'information qui s'appelle Quel Toit pour demain et qui est à destination de personnes, de tout le monde en fait. Ça peut, déjà dire personnes âgées, mais même les jeunes,
qui présente des capsules vidéo sur les différents types d'habitats possibles, que ce soit l'habitat intergénérationnel, de l'habitat groupé type Abbeyfield ou autre, où on se retrouve entre colocs de différents âges, mais etc. Et ça, je pense que c'est malheureusement pas assez diffusé, et ce sont ce genre d'outils qu'il faut utiliser et développer pour sensibiliser tout le public aux différents types d'habitats. Et alors, dernière chose aussi, par rapport par rapport aux maisons de repos, il y a aussi beaucoup de choses qui se font à l'étranger, notamment en France. Il y a un peu le même concept intergénérationnel. Il y a des maisons de repos qui ouvrent maintenant des chambres pour des étudiants, pour les accueillir et qui participent aux activités de la maison, notamment au repas, etc. Et clairement, vous l'avez dit, une maison de repos, c'est le projet de vie. La mentalité du personnel, de la maison, etc., qui joue énormément. Il y a des mouroirs, on ne va pas se mentir, mais il y a des très belles maisons de repos qui ont des très beaux projets et une très belle qualité de vie pour tout le monde. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Est-ce qu'ici, j'ai un peu... merci beaucoup en tout cas pour cette intervention très riche, mais est-ce que j'ai un peu le sentiment qu'on regarde toujours les pays nordiques, on regarde toujours le Canada, avec des yeux de chimène en se disant là-bas c'est merveilleux, et finalement, est-ce que ici... c'est aussi infernal que ça, ou bien finalement il y a des choses qui se font? Est-ce qu'il y a des... Quel est votre sentiment par rapport à cela? J'ai le sentiment qu'on se dit oui, le Canada c'est le paradis, les pays scandinaves c'est merveilleux, et qu'est-ce qui empêche que des choses se fassent ici? Est-ce que c'est la mentalité, justement, parce qu'on parle d'habitat, le Belge a une brique dans le ventre et considère que c'est sa maison à lui qu'il a et qu'il ne veut absolument pas soit en changer, soit la partager? C'est un avis personnel, mais dans ces pays, je reviens que le taux d'emploi des seniors, il est élevé, et celui des jeunes aussi. Il y a une autre démarche par rapport à ces clichés, etc. Ceci n'explique peut-être pas cela, mais comment se travaille. Oui, sans doute, oui. Robert Grabchan. Je pense que les références sont importantes pour simplement montrer qu'il y a des possibles. Par contre, évidemment, le copier-coller n'existe pas. Il y a une spécificité culturelle ici à Namur, dans les Ardennes, etc., dans les Fagnes. Donc c'est clair qu'il faut trouver le ressort qui correspond le mieux. Et pour compléter ce que Madame dit, il y a des choses qui se passent. Notamment, je pense que le vieillissement est... donc on peut avoir un logement ADA quelque part, senior friendly, tout ce qu'on veut, mais perdu au milieu des champs. Donc, je pense que le vieillissement a aussi l'opportunité de reconjuguer architecture et urbanisme ensemble. Donc la localisation, évidemment, est importante, puisqu'on souhaite avoir l'apport de la cité et à la fois, dans l'habitat, avoir des facilités. Donc l'un et l'autre se nourrissent. Il y a à Abbeyfield, notamment à Bruxelles, ils ont un habitat adapté. Il y en a un Namur, me dit-on. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Et j'ai visité celui de Saint-Pierre, je pense. Et il y a effectivement des petits studios qui donnent la possibilité à chacun de pouvoir cuisiner, au moins s'il ne souhaite pas manger avec les autres, et en même temps avoir une grande table où tout le monde peut se retrouver, une grande cuisine. Et ils organisent aussi même des cours de yoga qui sont ouverts aussi au quartier. Donc c'est là où l'un et l'autre, c'est très intéressant parce que ça permet en fait de reconjuguer et, je ne vais pas fustiger le plan de secteur, mais croire que quand c'est rouge, on habite, quand c'est bleu, on travaille, quand c'est jaune... Enfin, vous voyez, je pense que l'habitat et les lieux de vie sont entrelaçants, et donc c'est ça qui est intéressant. C'est une multiplicité beaucoup plus complexe que simplement des aplats de couleurs qui sont du 2D. Voilà. Et pour finalement être le mieux possible aux différentes étapes d'une vie. Il y a plusieurs échelles, donc à la fois de la chambre jusqu'à la cité. Comment est-ce que le vieillissement prend part, mais d'autres dimensions aussi, les personnes exclues, fragiles, enfin, ça appartient à tous. Et nous sommes pour l'instant dans un programme pilote avec 6 communes sur la Wallonie Amie des aînés, donc effectivement en lien avec VADA, le modèle québécois. Et donc il y a une représentante de la commune Braine-l'Alleud ici, avec qui nous avons fait des diagnostics en marchant avec des personnes âgées. Et hier, je reviens justement de Sprimont, qui est une autre commune pilote. Et les personnes âgées, dans leur propre vision, donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est partir de l'expérience de la personne âgée, puisque c'est quand même elle qui est experte quelque part de son propre vieillissement, nous faire monter des informations qui sont complètement incroyables.
on n'a pas pu même croire que certains éléments étaient utilisés à cet usage-là, etc. Donc voilà, c'est très très intéressant. Dernière réflexion, ici, avant de... Wallonie, clôturer ami ça. des aînés. Oui, je ne voudrais pas laisser dire qu'à Namur, il ne se passe rien, parce que Mais nous non. avons évidemment un habitat à Bayfield. On a des maisons de repos avec des logements privés où justement on n'intervient qu'à la demande. Il y a aussi d'autres sortes de logements pour accueillir des personnes fragilisées, même si ce n'est qu'un moment. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On a créé une maison à Bayfield, 2 mois après, c'était complet et on n'en a pas fait une deuxième, quoi. C'est ça. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas une deuxième, alors? Bah, les sous. Les sous, ben voilà. Voilà. Tout tourne autour de ça. Hein. Et alors, tous ces habitats-là, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est possible, mais pour quelqu'un qui... Pour les personnes qui ont les moyens, c'est possible. Mais pour celles qui n'ont pas les moyens, il faudra juste essayer de corriger leur logement, tout en sachant qu'elles ne sont pas propriétaires toujours. Donc, si elles sont locataires dans un logement, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Okay. Une toute dernière intervention, et puis après, on va dépasser trop le planning. Donc, madame, dernière intervention, et puis après, on clôture. Cette partie, en tout cas. Ouais, le micro arrive. Qui pour moi pourrait très bien passer par l'habitat, mais il faudrait complètement revoir justement, alors parce que là ça devient une thématique sociétale et sociale, où en Flandre il y a certains projets comme ça d'habitat, mais vraiment complètement mixte, aussi bien mixte au niveau des générations que mixte au niveau des statuts socio-économiques. Et donc, dans la commune, s'il y a autant de personnes qui bénéficient de logements sociaux, il faudra que se retrouvent dans ce quartier, et où tout est intégré, et où il y a donc des logements avec des personnes âgées, des logements avec des familles, des logements sociaux, des logements de type pas sociaux, une maison de repos, une résidence-service, des commerces, des crèches. Et donc, ça reprend finalement des quartiers entiers où il y a une intégration d'une population assez mixte dans tous sens, et où on crée aussi des événements, parce qu'il ne suffit pas de mettre les gens en présence pour qu'il se passe des choses. Souvent, pour qu'il se passe des liens, pour que des liens se créent, il faut souvent créer des événements, créer des choses. Et donc là, tout ça se passe, parce qu'on parle vieillir ailleurs ou chez soi. Souvent, quand on pense à ailleurs, c'est souvent ou maison de repos ou chez soi. Il y a le no man's land entre les deux. C'est toujours très dichotomique. Et c'est vrai qu'il y a des tas de projets, de très beaux projets de vie qui se passent dans plein de maisons de repos, mais quelque chose qu'on pourrait quand même reconnaître, c'est que la maison de repos reste souvent fort fermée sur elle-même. Ce n'est pas toujours très facile de l'ouvrir à la vie sociale, au quartier, et de faire entrer ou de sortir. Et donc là, ce sont vraiment des projets d'habitat qu'on combine évidemment avec des projets d'événements où on essaye de créer des liens sociaux, mais qui intègrent toute une mixité sociale en fait. Et c'est là que je trouve que peut-être l'évolution pourrait peut-être aller un peu plus par là. Et alors vous disiez, tiens, mais il se passe rien en Belgique ou quoi, pourquoi on va voir ailleurs? Je trouve, mais ça c'est un avis très personnel, qu'en effet il y a de très belles choses qui se passent, mais que ça reste toujours des initiatives associatives. Ou alors je me trompe, mais en tout cas dans ma connaissance du secteur, ben voilà, les Bayfield de départ c'est aussi associatif, Un Toit Deux Âges c'est associatif, il y a beaucoup de projets intergénérationnels ou de projets qui sont associatifs, et finalement ça reste toujours des petits projets qui font un peu de bébés, mais qui font pas des grandes familles nombreuses, et des familles nombreuses qui seraient soutenues peut-être aussi un peu plus par quelque chose de plus étatique. Voilà. Une solution serait peut-être de se dire, tiens, on va ouvrir cela au maximum, parce que l'objectif, c'est que tout le monde vive heureux ensemble, personnes âgées ou non. Ça me donne donc je me fais moi-même la transition. Bah oui, par rapport au dernier volet de notre rencontre d'aujourd'hui, où on va parler là aussi de choses, comme je l'ai dit en introduction, qui pourraient, de items qui pourraient eux-mêmes donner lieu à un débat.
le rapport entre le bonheur et le vieillissement, et vous en avez l'habitude. Je pense qu'il y a peut-être des pauses un petit peu, voilà, pause toilette. Comme d'habitude maintenant, Delphine va vous présenter ce focus du Termonet Solidaris sur cette partie-là. Merci.